Salut tout le monde, c'est Jinji, on se retrouve pour la dernière vidéo réponse à pas de bout qui concerne les actual plays. Donc on va voir la question qui était très intéressante, c'était actual play, nous sommes-nous rendus trop loin, est-ce nécessairement une bonne chose? Alors déjà, on va commencer par un truc qui peut-être échappe à certaines personnes concernant l'actual play. Et une fois qu'on aura expliqué ça, on va pouvoir passer à aux réponses aux nombreuses questions qui ont été posées. Enfin, aux peu de questions, mais bon. Bref. Déjà, les actual plays, c'est du divertissement. Voilà. Les bases sont posées. Les actual plays, c'est du divertissement. Peu importe que les personnes, ils avaient envie de se faire du fric en montrant de belles parties. Que ce soit la personne qui a envie de montrer de quoi il est capable en tant que maître de jeu ou en tant que créateur de système, ce qui va bientôt être mon cas. Que ce soit pour pouvoir montrer un fragment de c'est quoi l'ambiance de sa tablée, de pouvoir faire vibrer les gens avec une histoire qui t'intéresse. Les raisons pour lesquelles tu fais de l'actual play sont pas à prendre en compte si tu es un spectateur. Les intentions de l'auteur, finalement, ne sont pas à prendre en compte par le spectateur, parce que, au final, les actual plays, c'est du divertissement. Oui, mais il a voulu. Non. C'est du divertissement. La personne, comment dire ça? C'est peut-être aussi, c'est un truc qui m'est apparu quand je parlais avec une amie par rapport au fait de regarder les actual plays ou pas. C'était il y a 2 années de ça, je crois. Et elle m'avait expliqué qu'elle ne regarde pas les actual plays parce qu'en fait, elle a plus envie de jouer au jeu de rôle plutôt que de regarder des gens jouer. Et après, justement, c'est là où ça a nourri ma réflexion. Je me suis dit, les actual plays, finalement, c'est du divertissement. Que oui, des gens vont essayer d'artificiellement essayer de vous dire oui, mais à des moments de la saison, oui, vous pouvez voter via des réseaux sociaux pour machin. Non, c'est du divertissement. C'est pas parce que vous avez du poids sur du divertissement que ça veut dire que ce n'en est pas moins du divertissement. Vous avez qu'à regarder les télé-réalités, les compétitions genre les X Factor, les incroyables talents, les The Voice, tout ça. Oui, tu peux voter, machin, et puis après, à la fin, il se passe des trucs. Mais c'était du divertissement. Et ce n'est jamais rien d'autre que ça. Est-ce que ça veut dire que je le dis de manière vulgaire? Non, c'est juste que c'est du divertissement, du divertissement. Faut vraiment que vous gardiez ça, vous preniez ça en compte. Maintenant qu'on a posé cette base, il pose la question du nous sommes-nous rendus trop loin? Alors, au vu des exemples qu'il a donnés, je ne vais pas dire que je suis en désaccord avec ce qu'il a dit, mais je pense plutôt que les questions sont mal posées parce qu'il y a un contexte derrière et un contexte qui n'a pas été totalement pris en compte de sa part. Les actual plays, c'est pas seulement la bonne auberge, roll and play et critical role. Non, parce que, regardez, il y a des gens par exemple, il y a François Letard, donc, quitte à faire de la pub, on va faire de la pub. Voilà, il y a François Letard qui fait des actual plays aussi. Il y a Pilule Rouge qui fait des tas d'actual plays. Voilà. Et de temps en temps, Rat Burger aussi. Il y a des gens qui font des actual plays qui, finalement, n'ont jamais d'autres trucs que de vouloir montrer finalement les nombreuses intentions dont on a parlé, mais qui finalement sont du divertissement et qui par exemple même dans les raisons, c'est vrai que j'ai oublié de cette raison-là, mais par exemple être sujet à la critique constructive pour pouvoir s'améliorer aussi, ça peut être aussi une bonne raison. Et les gens, ils n'ont pas envie, puisque la question c'est nous sommes-nous rendus trop loin, ça peut être c'est peut-être en rapport avec les moyens déployés. Évidemment, ce qui est en haut du panier, c'est souvent ceux qui vont les premiers à se faire taper. Mais il ne faut pas oublier non plus que les actual plays, ça prend en compte de nombreux autres éléments, de nombreuses autres personnes, et pas juste ce qui fonctionne, ou ce qui est bien, ou ce qui est populaire, ou ce qui est le plus regardé. L'actual play, c'est vraiment la notion de filmer ses parties. Et les intentions, si à partir du moment où tu le diffuses, tu n'enregistres pas dans le but de ne pas le diffuser.
Eh ben, le but, c'est aussi en quelque sorte de créer le divertissement. Même si ce n'était pas ton intention première, c'est du divertissement. Et le nous sommes du trop loin, ben, on va quand même, je vais quand même vous montrer ça. Il y a des gens, ils ont juste envie d'avoir une interface genre comme ça. Et puis ensuite, bon, ben, je vais quand même vous montrer le truc. Donc par exemple ici, je sais pas si vous voyez, mais en tout cas le cadre du dessus, ben, c'est là où il y aura la map, et en dessous c'est là où ça va être symbolisé par les personnages. Voilà, et en fait ils sont bien comme ça. Ou bien ils mettent juste une image, et puis la personne n'a qu'à écouter. Voilà, ça peut être une bonne façon de faire. Mais ensuite, nous sommes-nous rendus trop loin? Bah, si tu prends l'axe de réflexion que je t'ai donné, bah, c'est du divertissement. Ça veut dire que les choses doivent être alléchantes pour les gens. Un divertissement qui n'arrive pas à capter l'attention de son public, c'est un divertissement qui est mort, ou bien le travail n'est pas bien fait. Voilà. Donc qu'ils décident d'utiliser des acteurs, qu'ils décident d'utiliser des monteurs, des effets spéciaux, qu'ils fassent bien des voix, et puis même que les acteurs qui font leur personnage, ils font le bruitage avec leur bouche, ce sont des artifices. Mais les divertissements ont besoin d'artifices. Voilà, j'avais fait la dernière fois un parallèle avec le catch, mais je vais le refaire. C'est comme par exemple le catch. Le catch, c'est du spectacle sportif. Tout est construit à l'avance, tout est préparé à l'avance. Évidemment, il peut y avoir quelques petites erreurs parce que c'est des performances physiques, mais tout est préparé à l'avance. On sait déjà ce qui va se passer à tel ou tel acte. Et il y a des tas d'éléments qui vont non seulement servir au divertissement, mais qui vont conditionner la personne dans l'immersion de l'histoire, que ce soit par exemple dans le jeu d'acteur, que ce soit la frustration de l'arbitre qui ne regarde jamais au bon moment. L'arbitre n'est pas con, hein. C'est fait exprès. Voilà. Que ce soit par exemple les entrées qui sont spectaculaires avec des tas d'effets pyrotechniques, surtout que ça repousse certaines grandes entreprises, grandes sociétés qui font du catch. Ils ont décidé de remettre les effets pyrotechniques quand les gens entrent, l'émulation de voir les réactions de certaines actions, le fait aussi de dire ou d'entendre les gens crier si quelque chose leur plaît ou pas. Voilà. Ben, tout ça, c'est à la fois des outils qui vont te servir à mettre en avant le divertissement, mais aussi une certaine forme de conditionnement. Et pas forcément pour le meilleur. Ça, je suis d'accord pour le dire. Mais est-ce qu'on finalement on n'est pas allé trop loin? La réponse, c'est si c'est du divertissement, la réponse est non. Pour donner mon exemple, puisque je travaille aussi sur un one shot en actual play, je l'ai tourné machin. Je l'ai tourné il y a plusieurs mois de ça. Le truc, c'est que il y a le fait que je dois le mettre en forme pour que ce soit plus agréable. Par exemple, quand il y a trop de répétitions parce que je n'étais pas à l'aise avec l'exercice, le fait que les joueurs, des fois, ils ont des réflexions qui sont beaucoup trop longues, ou bien qu'il y a des choses qui ont été dites, et du coup, qui ont été un peu inappropriées, et que j'ai décidé de virer, ou bien qu'il y a certains éléments ou certains temps morts que je décide de couper. Le montage aussi est un outil. La musique, on va dire que c'est l'outil le plus, on va dire que c'est l'outil le plus répandu pour une ambiance en fait, parce que c'est depuis Génération MP3 que les gens veulent mettre de la musique pour leur partie de jeu de rôle. Donc tous ces éléments-là, est-ce qu'on met trop de moyens? Ben, la réponse est non. On ne met jamais trop de moyens pour un divertissement meilleur. Mais il y a toujours des conséquences et un revers de la médaille. Et aussi cette notion de conditionnement, entre guillemets, dont on parle, pour pouvoir attirer les gens via le divertissement, eux ont des conséquences qui sont désastreuses. Voilà. Ensuite, il y a aussi la notion du oui, des gens se font rémunérer pour animer des trucs de jeu de rôle. C'est vrai que aussi ça, c'est une réflexion qui pourrait être posée. À partir du moment où avant, il y avait des gens qu'on payait pour être des maîtres de jeu, et c'est une vidéo que j'ai traitée, c'est un sujet que j'ai traité il y a déjà 1 an. À partir du moment où il y a des gens qui sont payés pour être maîtres de jeu, pourquoi ils ne seraient pas payés? Pourquoi tout le monde ne serait pas payé pour pouvoir produire un divertissement? Voilà.
Prenons l'exemple de la cuisine. Alors, oui, je vais tacler violemment, mais prenons un exemple de la cuisine. Ben, c'est comme par exemple sur YouTube, où quand il y a un YouTuber cuisine qui faisait des recettes au bout d'un moment, ben, il s'est rendu compte que les gens, ce qu'ils aiment, c'est le divertissement pas trop réfléchi. Ben, du coup, il a décidé de se tourner en présentant des outils de cuisine que presque personne n'utilise parce que ben, il y a des gens, il y a des moyens de faire mieux et de ne pas trop s'encombrer. Et de l'autre côté, de faire des vlogs dégustation dans des fast-food de merde. Vous voyez? Le problème avec la notion de divertissement, quand on pourrait dire de est-ce que ça va trop loin, les moyens mis en place pour pouvoir traiter le divertissement, ben, s'il faut rendre ça alléchant, ben, le but c'est de le rendre le plus alléchant possible. Par contre, il y a aussi cette notion qu'il faut prendre en compte, c'est la notion de je diffuse un truc et je veux être en accord avec finalement mon média. Dans le cas présent, par exemple YouTube. C'est comme ça. Voilà. Mais de l'autre côté, si les gens sont payés, qui décident par exemple d'ouvrir un Tipeee, d'ouvrir n'importe quel truc pour aider au financement, genre les Patreons, les choses comme ça, ben oui, ils peuvent le faire. Il n'y a pas de problème par rapport à ça. Surtout qu'il y a des gens, en fait, il y en a, c'est vraiment leur métier. Il y a des maquilleurs, il y a des monteurs, il y a des trucs comme ça. Et ça, c'est vraiment un métier. Est-ce que tu dirais à la personne, oui, on ne doit pas te payer parce qu'en fait, tu fais ce que tu sais faire de mieux et ce pourquoi tu t'es formé, ou bien que tu as jugé bon de gagner une expertise, mais que comme c'est du jeu de rôle, ce n'est pas sérieux. C'est pas ce que dit Patbou, hein. C'est vraiment pousser la réflexion pour vous faire comprendre quelque chose. Ben, quand tu regardes bien, la notion de l'actual play peut être un art collégial mettant en avant de très très nombreuses compétences pour pouvoir rendre un produit final intéressant. Et qu'il y a un intérêt pécunier pour ça, qu'il y ait une intention de gagner de l'argent pour prolonger, je pense que quelqu'un qui fait de l'actual play juste pour le plaisir de gagner de l'argent, j'ai du mal à voir ça. Parce que le jeu de rôle, c'est quand même une activité qui prend pas mal de ton temps déjà de 1. Alors prendre de ton temps pour ensuite te faire violence, pour faire pour finalement faire un divertissement. Quand les gens se font chier, c'est souvent dans ces zones-là que ça commence à être un peu particulier, un peu facile à déceler en fait. Donc jusque-là, je pense qu'on a dit pas mal de choses. Ensuite, la fameuse question qui est intéressante. Est-ce nécessairement une bonne chose? Non. Mais c'est comme dans tout, il y a du bon et du mauvais. On va prendre un exemple. Hein. Il a pris il a pris Critical Role en exemple. Ben, parlons de Critical Role. Je ne sais pas s'il le sait, mais je vais vous le dire. Est-ce que vous savez qu'il y a un effet qui s'appelle le Matthew Mercer Effect? C'est-à-dire que c'est exactement les interrogations qu'il avait, Patbou, sur le fait de oui, mais est-ce qu'on ne montre pas à des gens des choses qui ne sont pas vraiment du jeu de rôle? Alors si on se reporte à ce que j'ai dit par rapport au roleplay et au roleplay, ben oui, c'est du jeu de rôle, mais c'est du jeu de rôle mis dans un contexte très très particulier. Voilà, de la même manière que faire du jeu de rôle sur table en numérique, faire du jeu de rôle sur table en physique, faire du jeu de rôle sur table en prenant en compte que tu es en convention et donc du coup qu'il y a des gens qui attendent leur tour. Le contexte est important. Voilà. Mais le Matthew Mercer Effect, ça existe. Ça a le nom du MJ principal de Critical Role. C'est le principe selon lequel les gens apprennent, découvrent le jeu de rôle par ce biais-là, par le biais des actual plays qui sont très très élaborés, et ensuite ils ont une espèce de syndrome de Paris où finalement ils se rendent compte que le jeu de rôle n'est pas ce qu'ils voyaient en tant que divertissement, et que le jeu de rôle quand tu joues entre amis, c'est pas la bonne chose qui est présentée. Ou plutôt c'est pas la chose qui était présentée. Il y a certaines facettes qui sont montrées, mais pas toutes.
à ce moment-là vient un problème, ou plutôt vient plusieurs réflexions. Déjà, il y a le fait que les joueurs, en fait, ils sont bloqués. Ils se disent, quoi? Mais c'est pas ça. Mais je pensais que... Et à ce moment-là, c'est au maître de jeu qui est en face de faire le travail. C'est que lui, ah, toi, tu as sûrement découvert ça par le biais des actual play. Mais tu sais, les actual play, même si oui, effectivement, c'est du jeu de rôle, il y a des gens qui te disent que ça n'en est pas, il y a des gens qui te disent que ça en est. Donc, voilà, entre les gens qui considèrent que il y a tel ou tel truc c'est du jeu de rôle et tel truc ça n'en est pas, on va laisser ça à l'interprétation. Vaut mieux le laisser à l'interprétation. Il dit non, mais le jeu de rôle, en fait, ce n'est pas que ça. Et en plus, ça, c'est pour être plus intéressant aux yeux des gens. Mais en fait, le jeu de rôle, et c'est la manière dont tu vas le définir, pas la manière dont tu vas définir le jeu de rôle en général seulement, mais la manière dont tu vas définir ta perception du jeu, comment le jeu de rôle est perçu à votre table, va être très très important. Et le truc qui est très très important aussi derrière, c'est est-ce que la personne va accepter la réponse que tu vas lui donner. Et si ça ne se passe pas, ben du coup, ben il peut tout simplement quitter la table. Mais après, c'est pas bien grave, parce que finalement, on lui a vendu un truc et il se rend compte que le produit final n'est pas exactement le même truc. Il y a des histoires de personnes qui ont découvert l'actual play, puis ensuite se sont mis au jeu de rôle et puis se rendent compte que c'est pas ça. Ils ont fait une partie qui était très mauvaise parce que bon, ben, il y a plein de raisons à ça. Puis ensuite, ils ont continué à regarder des actual play. Puis ensuite, ils ont pas resté à leur première mauvaise impression. Et finalement, on trouvé une table ou on en monté une qui soit plus en accord avec ce qu'ils font. C'est tout à fait possible. Donc, est-ce que c'est nécessairement une bonne chose? Ben, vu qu'il y a le Matthew Mercer Effect qui commence à prendre le pas. Après, mon avis est un peu biaisé. Parce que même si je vous donne des tas de notions objectives, je suis obligé de vous dire là que ce que je peux dire après est biaisé. Parce que on est, en tant que Français, comme je vous l'ai dit, le jeu de rôle a été diabolisé pendant un moment. Je n'ai pas vécu cette époque. J'ai commencé le jeu de rôle en 2010. Le truc, c'est que le jeu de rôle, ça a été diabolisé pendant un moment. Puis ensuite, j'étais face à des personnes qui jouaient au jeu de rôle mais qui ne voulaient jamais m'expliquer ce que c'était. C'était des gens cons, hein, faut vraiment le dire. Hein. Et ensuite, j'ai découvert le jeu de rôle par moi-même. Mais le truc, c'est que je prends toujours le prisme du contexte. C'est-à-dire que, avec ces reportages à la con qui ont diabolisé le jeu de rôle a eu un mauvais coup au moral pendant une décennie. Et ce qui s'est passé ensuite, c'est que d'autres personnes ont commencé à redécouvrir le jeu de rôle via des activités, genre dans des centres aérés, dans des conventions, dans comment dire ça, entre eux, avec l'arrivée de l'internet, où les gens commencent à reparler du jeu de rôle, la formation des forums, ce genre de choses-là. Puis ensuite sont arrivés les gens avec les actual play qui ont remis le jeu de rôle au devant de la scène. On redonnait aux gens envie de jouer au jeu de rôle. Tout comme par exemple des gens, ils commencent à filmer leur rapport de bataille de Wargame. Voilà, ils ont donné un renouveau. Et ce renouveau, c'était une très bonne chose dans le contexte français. Mais ensuite, si tu me parles du Matthew Mercer Effect, je vous ai dit que mon avis était biaisé, mais par contre, je ne suis pas biaisé sur ce truc-là. Le Matthew Mercer Effect, pour moi, c'est un cancer. Parce que tu as une énorme quantité de joueurs qui arrivent, qui ne savent pas exactement ce qu'est le jeu de rôle. Et le truc qui me dérange le plus, c'est pas le fait qu'ils subissent une forte désillusion. C'est que eux-mêmes se mentent à eux-mêmes. Et je vais devoir m'expliquer par rapport à ça. C'est-à-dire qu'il y a le fait que ils viennent et ils tombent des nues, ils découvrent que ce n'est pas ce qu'ils voulaient. Et ensuite, ils veulent que les tables qui sont déjà établies, qui ont déjà leur propre façon de fonctionner, pour la plupart d'entre eux, quand c'est les forceurs du game, ben ils veulent essayer que oui, ça ressemble de plus en plus à ce qu'ils ont l'habitude de voir. Ils ont besoin de ça. Comme si, oui, mais c'était bien, c'était stylé, machin. Et je pense que ceux qui s'acclimatent vite au jeu de rôle ne perdent pas le désintérêt aux actual play,
mais par contre commence à apprécier le jeu de rôle pour l'absence d'artifice qu'il y a, par exemple, enfin l'absence d'artifice qui est finalement à la différence des actuels plays. Il s'acclimate à ça. Mais il y a une autre partie qui vient ensuite. C'est la partie où les joueurs ils se disent oui, mais si on veut faire comme les gens qui font de l'actual play, ben faudrait vraiment qu'on essaie de faire des efforts. Donc ils essaient de faire des efforts par eux-mêmes. Ils essaient vraiment de faire oui, mais on a vu des actual play, on sait comment jouer. Et il se passe deux problèmes. Le premier problème, c'est qu'ils arrivent face à la barrière de la timidité et de l'acting. Alors, c'est vrai qu'il y a le roleplay et le roleplay, donc on va essayer de décoder ça vis-à-vis de leur comportement. Déjà, il y a la compréhension des règles, où ça c'est galère pour eux, d'autant plus que maintenant on est à une époque où les gens veulent faire des choses de plus en plus casu et veulent mettre leur cerveau de côté. Donc déjà, en tant que joueur, c'est pas une généralité que je fais, c'est vraiment des exemples de problèmes qui peuvent survenir. Ce seront des joueurs qui ne seront pas forcément dans une volonté de vraiment comprendre toutes les règles du jeu de rôle et les efforts qu'il y a à faire derrière. Parce que, encore une fois, la magie du montage sert à montrer ce qu'on a envie de montrer. Et les efforts qui ont été déployés, tu n'as pas forcément le regard dessus. Et je dirais même tu n'as pas le regard dessus tout court. Puis ensuite, tu enlèves la barrière de la mécanique, il y a ensuite la barrière de l'acting. La personne veut interpréter un rôle et bim. Que tu sois courageux ou pas, la barrière de la timidité et aussi la barrière du ridicule. Tu as peur de paraître ridicule, tu as peur de dire une connerie ou de ne pas pouvoir refléter exactement ce que tu fais. Ce que tu voudrais montrer plutôt. Et ça arrive. Et ça arrive aux meilleurs d'entre nous. Et à ce moment-là, ça bafouille, ça parle à la troisième personne, ça a du mal à prendre la parole, il se rend compte que il voudrait faire comme les gens. Sauf qu'ils ne se rendent pas compte d'un truc, c'est que la plupart des gens qui, comme Critical Role, les gens qui font du Critical Role, la bonne auberge ou bien le roll and play, tout ça, ce sont soit des comédiens de doublage, soit ce sont des acteurs, soit ce sont des gens qui font du théâtre et qui ont des bonnes notions d'acting. Et pas eux. Tu peux pas inventer des notions d'acting sous prétexte que tu as vu ça. Et c'est là où ça devient intéressant, c'est que comme ils ne savent pas faire de l'acting, ils vont aller piocher dans les actual plays des choses qu'ils ont vues chez d'autres personnages de manière patchworkée. Et il y a une grosse différence entre la logique qui devrait y avoir chez un personnage et le fait que son personnage devienne finalement une espèce de patchwork schizophrène de ce qu'il aime. Ce qui ne manquera pas, et ce qui n'a pas manqué, puisque c'est déjà arrivé, que des gens t'en fassent la remarque. Ouais, mais en fait, ton personnage, c'est pas qu'il ressemble à rien, mais en fait, t'es en train de caricaturer un personnage, et que ça se voit. Parce que, même si l'originalité n'est pas signe de qualité, c'est ça qui est important, même si l'originalité n'est pas signe de qualité, une chose est sûre, quand tu veux être la photocopie d'une photocopie d'une photocopie d'une photocopie, ou bien tu veux faire un amoncellement, une composition d'une photocopie, sans être capable, avec la logique des gens qui pratiquent le jeu de rôle, de vouloir rendre la chose vraisemblable, la barrière du vraisemblable, il se peut que la personne qui fait ça ne l'ait pas. Et donc du coup, il fasse tâche. Donc très clairement, je vous le dis, le Matthew Mercer Effect, c'est un véritable cancer. Et je vais quand même dire un truc au cas où vous ne le sauriez pas, mais il a déjà fait des vidéos-réponses, Matthew Mercer, par rapport à ça, et il a expliqué que lui-même, ça le fait chier. Déjà, bon, ben, que problème est son nom, il comprend que c'est de bonne guerre, au vu de ce qu'il a créé, parce qu'il ne renie pas ce qu'il a créé avec Critical Role. Par contre, le truc, c'est que ça le fait chier d'avoir présenté le jeu de rôle d'une certaine façon, et que justement, les gens n'ont pas essayé de comprendre la substance de ce qu'est le jeu de rôle, et se sont fait avoir par les artifices,
Et donc du coup, que de nouveaux joueurs arrivent avec une certaine idée de comment devrait être une partie, et s'ils n'ont pas envie, parce qu'ils galèrent, parce que c'est un gros problème avec les gens de maintenant, c'est que plus il y a des moyens de communiquer, moins les gens arrivent à s'entendre, ils essaient de greffer leurs idées qu'ils n'arrivent même pas à bien comprendre dans les parties. Et ça vient parasiter les parties. Et oui, j'utilise le mot parasiter parce que c'est le bon mot. Hein. Donc au final, est-ce que c'est nécessairement une bonne chose? Non. C'est comme dans tout, il y a du bon et du mauvais. Et je dois avouer, s'il faut donner une ultime conclusion à tout ce que je viens de dire sur les actual plays, je vais en faire des actual plays. Et je me poserai pas trop la question du quelle forme ça prendra. Parce qu'encore une fois, jouer des intentions qui sont les miens, et que de toutes les façons, si je poste un truc, un actual play, je n'échapperai pas à la règle sous prétexte que j'ai exposé le fait que ce soit du divertissement. Ça sera du divertissement. Mais je pense aussi que ce que je vais peut-être tenter de faire comme projet à l'avenir concernant le jeu de rôle va venir tempérer la définition du jeu de rôle. Un petit peu comme ce que je vais faire là, mais en peut-être un peu plus poussé. Donc, on pourrait aussi poser cette ultime question. Est-ce que les actual plays sont légitimes à exister? La réponse est oui. Évidemment que oui. Bien. Ben, je pense qu'on peut s'arrêter là-dessus. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Le dernier truc que je voulais à dire, c'est que, encore une fois, j'insiste sur le fait que c'est à nous d'expliquer aux nouveaux joueurs les différences entre l'actual play et les nombreux artifices et le jeu de rôle qu'on a l'habitude de pratiquer à notre façon pour éviter certaines déconvenues et surtout, n'hésitez pas à dire non. C'est-à-dire, n'hésitez pas à expliquer aux fameux nouveaux joueurs qui viennent avec cette idée de la paix à la tête que votre intention n'est pas de vouloir faire quelque chose qui se rapproche de l'actual play. Parce que moi, je vous le dis, pour le nombre de vidéos que j'ai enregistrées pour faire des actual plays que je peux pas encore diffuser parce que il me faut du temps de montage, j'ai vraiment du mal à m'y remettre. Voilà. De la même manière que j'ai dit que l'actual play, ça peut être un art collégial, mais c'est quand même une activité qui demande des compétences. Et ces compétences-là te demandent un certain déploiement d'efforts constant et de se montrer tout le temps sous son meilleur jour. Et si vous êtes réaliste, vous savez que ce n'est pas toujours le cas. Bien, ben je vous dis à la prochaine fois pour d'autres vidéos. N'hésitez pas à laisser vos avis en commentaire. Moi, ça m'intéresserait vraiment de savoir qu'est-ce que vous pensez de l'actual play. Est-ce que c'est vraiment une play? Est-ce qu'il y a des choses que j'ai peut-être oublié de dire? N'hésitez pas. Moi, je vous dis à la prochaine fois pour d'autres vidéos. Salut à tous.